Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous faire cette présentation de l'NCIA 7. Ce n'est pas une présentation institutionnelle. J'ai essayé d'adapter la présentation en fonction d'un canevas qui va être commun aux trois écoles et puis surtout à destination d'un public qui est quand même un public interne, c'est-à-dire qui connaît Toulouse INP, qui connaît nos modes de fonctionnement. Alors avant tout, Toulouse INP, NCIA 7. L'NCIA 7, c'est quoi? L'NCIA 7, c'est l'école de la transformation de la matière et de l'énergie. On a choisi une traduction en anglais qui dit Toulouse Graduate School of Chemical, Material and Industrial Engineering. On voit apparaître dans la version en anglais à la fois nos grandes disciplines et aussi les termes de graduate school, qui est quelque chose qui est important pour nous, c'est d'aller vers cette notion du passage vers le doctorat, cette continuité vers la recherche. On est, comme les autres écoles de l'INP, issus d'instituts. Alors, pour nous, c'est deux instituts, puisqu'à l'origine, il y avait deux ENSI qui ont été créés. L'un, c'est l'Institut de chimie de Toulouse, qui était fondé par Paul Sabatier, et l'autre, l'Institut de génie chimique de Toulouse, fondé par Joseph Catala, dans l'après-guerre, plutôt sur les grandes phases de réindustrialisation en France. Aujourd'hui, en 2022, l'NCIA 7, c'est 1000 élèves, ingénieurs et docteurs. C'est un bâtiment unique avec 450 personnes qui travaillent dans la partie recherche, 5 diplômes accrédités par la CTI. On a autant d'hommes que de femmes à l'école et 20% d'étudiants étrangers, 20% d'élèves qui poursuivent en doctorat. On est l'école de la transformation de la matière et de l'énergie. Ça veut dire quoi? En fait, quand on a fait la fusion des deux écoles en 2000, l'idée était de créer une école pour les métiers des industries de la transformation de la matière et de l'énergie. Quand on regarde notre positionnement par rapport aux sections NAF, qui est une des manières de caractériser le secteur industriel, eh bien, on a finalement 5 grandes sections dans lesquelles on est positionné. Les deux plus importantes, c'est l'industrie manufacturière et la production et distribution d'électricité, gaz, etc. Ensuite, on a tout ce qui est production d'eau, gestion des déchets, des pollutions et tout ce qui est activité spécialisée scientifique. Un petit peu derrière, mais ça reste quand même au cœur de nos activités, tout ce qui va concerner les industries extractives. D'en sortir des grands mots-clés qui sont sectoriels ou disciplinaires. Et pour l'NCIA 7, en fait, c'est énergie, environnement, santé, transport et éco-industrie. Voilà comment on caractérise un peu pour le grand public nos domaines d'activité et d'application. Alors, on a souhaité en fait avoir une école qui est basée sur un continuum des compétences entre les spécialités. Et on décrit en fait ce continuum au travers de 3 grandes étapes. Une étape qui est la plus amont, découvrir, imaginer les produits et l'énergie. Une étape qui est à l'échelle de l'atelier de production, là, sur la conception, la maîtrise et le pilotage des ateliers de production. Et la dernière qui a un niveau qui travaille au niveau de l'entreprise autour de la gestion et l'organisation de l'entreprise et de l'ensemble des processus. À ce titre-là, dans le paysage français des écoles d'ingénieurs, l'NCIA 7 est certes une école de chimie, mais c'est aussi une école de génie des procédés et c'est aussi une école de génie industriel. Voilà qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de continuum des compétences. On a 5 diplômes, 5 départements qui délivrent nos 5 diplômes et on a 5 pôles métiers qui sont à l'interface avec l'expertise des laboratoires. Je vais les citer. Chimie durable et bioprocédés, énergie et procédés intensifiés, matériaux innovants, gestion des systèmes industriels et méthodes et analyses pour la maîtrise des risques. On va retrouver aussi ce continuum, et c'est aussi une des spécificités de l'école, quand on va observer la recherche des laboratoires qui sont associés à l'école. On va pouvoir aussi décrire comme de la connaissance de la matière et de l'énergie jusqu'aux procédés industriels. Les 4 laboratoires sont le CIRIMAT, le Centre interuniversitaire de recherche d'ingénierie des matériaux, le laboratoire de chimie de coordination, le laboratoire de chimie agro-industrielle et le laboratoire de génie chimique.
ce sont des UMR, hein, alors des UPR, pardon, pour le LCC, mais évidemment, on n'accueille pas la totalité des personnes qui sont ici sur le site, en tout sur l'école, je vous en parle tout à l'heure. On a en plus, et c'est aussi caractéristique de nos métiers, à l'école, de CRT, des CRIT, des centres régionaux d'innovation et de transfert technologique qui sont labellisés CRT, qui est un label national. Il y en a un, le CRIT Qatar, autour des agro-ressources, et l'autre, le CRIT GPTE, autour du procédé et des technologies environnementales. Ce dernier CRIT est partagé avec nos collègues de l'INSA et on accueille dans ce CRIT quelques-unes des activités, notamment de l'IMFT. Alors, les laboratoires, comme les laboratoires de Toulouse INP, hein, on se base sur une excellence scientifique et à l'école sur une certaine complémentarité et cohérence sur les thématiques. On est caractérisé aussi par une forte activité partenariale, hein, plus de 12 millions d'euros par an de chiffre d'affaires, hein, un fort rayonnement international et quelques chiffres clés qui varient d'année en année, hein, mais c'est quand même 450 personnes dans un bâtiment unique sur la recherche. C'est environ 50 thèses soutenues par an, donc ce qui nous fait 150 doctorants dans le bâtiment. Je reviens sur les métiers pour vous décrire un peu comment on a travaillé sur ces métiers au sein de l'école. On a une description en 16 métiers. La première, c'est une colonne vertébrale autour de ce qu'on appelle de la recherche à la gestion de la production, où vous allez voir apparaître 5 métiers successifs, depuis des ingénieurs R&D, des ingénieurs de conception, des ingénieurs d'aide technique, des ingénieurs de production et des ingénieurs de gestion industrielle et logistique. On a, pour accompagner ce développement industriel, on a toute une chaîne autour des méthodes pour accompagner ce développement. Donc, depuis des ingénieurs autour de essai-analyse jusqu'à des ingénieurs affaires et ou achats. On a quelque chose de caractéristique aussi qui est lié à nos activités de recherche, à notre expertise autour du développement de la planète, depuis tout un travail sur la chimie durable, sur l'éco-conception et jusqu'à aller sur des ingénieurs sur les risques industriels. Et enfin, dernière ligne, c'est autour du numérique, de la digitalisation et de la donnée, avec 3 grands typologies d'ingénieurs sur l'informatique scientifique, sur les data et sur tout ce qui est organisation du futur en accompagnement des entreprises. On a fait du reverse engineering à partir de ces formations d'ingénieurs pour aller décrire les métiers à partir des métiers, pour aller décrire les métiers en acquis de l'apprentissage, en savoir et savoir-faire. Et c'est ça qui nous a amené à définir des compétences au travers de blocs de compétences des ingénieurs NCA7. Plus classique, là, vous allez retrouver des choses qui sont similaires dans les écoles de l'INP, mais de manière générale dans les écoles d'ingénieurs. Des ingénieurs qui sont préparés au monde professionnel au travers de 3 grands pôles, 3 grands socles, qui sont les partenariats industriels, qui sont l'international et la recherche, avec des choses que nous partageons de manière générale sur le site ou avec les écoles et des choses qui peuvent être plus spécifiques au sein de l'NCA7. En particulier, le lien fort qu'on a dans nos modes de fonctionnement, dans un bâtiment unique avec les laboratoires, nous mène à envisager chacune de ces actions-là comme étant toujours ou la plupart du temps, des agents conjoints, des actions conjointes. On ne va pas à l'international sur un campus sans présenter et la formation et la recherche. On ne va pas déployer, rencontrer des partenaires industriels sans essayer de formaliser des relations à la fois côté expertise laboratoire et côté formation. Deuxième point, c'est l'ingénierie. Pareil, ce sont des choses que nous partageons, bien sûr, au sein de Toulouse INP, avec des enseignements par les projets qui sont très présents dans nos écoles, des cadres et des lieux adaptés, avec des salles de pédagogie active. Ça, c'est des choses que nous avons travaillées il y a quelques années, notamment dans le cadre de Toulouse Tech, avec nos outils qu'on intègre dans la notion de Learning Centre. C'est tout le travail qu'on mène au sein de Toulouse INP, sous les différents mandats
au travers de tout ce qui est dynamique pédagogique et innovation pédagogique, et des choses peut-être plus spécifiques à l'école, qui sont ce qu'on appelle des open labs. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment l'intégration de plateformes technologiques au sein de nos enseignements. Et enfin, des outils digitaux avec à nouveau des choses communes partagées, mais des choses aussi spécifiques, le nomadisme, notamment au travers d'une vision génie industriel. On a travaillé sur un gros projet à l'école dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi les web labs que vous voyez cités ici, qui sont des installations semi-industrielles qui sont entièrement observables et commandables à distance. Enfin, dernier point sur lequel se rejoignent nos écoles, c'est tout le travail autour de ce que nous, on a appelé l'ingénieur citoyen et qui se décline différemment d'école en école, avec deux grands axes à l'ENSIA 7, tout un axe autour de l'éthique, la responsabilité, la culture de la diversité, et tout un axe autour de l'investissement, l'innovation, entreprendre, s'impliquer. Et vous allez retrouver, je passe un petit peu vite, des choses qui sont dans la réflexion ou dans les événements communs à nos différentes écoles. J'insiste sur notre manière de traiter ce qu'on appelle les qualités humaines et sociales, les soft skills, avec une vision autour de trois grands points. L'individu, d'accord, une meilleure connaissance de soi, l'ingénieur au cœur de l'entreprise et enfin l'ingénieur citoyen au cœur de nos sociétés. C'est comme ça qu'on a travaillé, en fait, c'est notre grille d'analyse sur ces sujets-là. J'en viens à nos élèves, le recrutement. Je pense qu'on partage aussi entre nos trois écoles les recrutements, avec une majorité d'élèves, quasiment 70%, qui viennent de classes préparatoires, la moitié pour nous de CPGE, l'autre moitié de classes préparatoires intégrées, alors bien sûr la prépa des INP, mais aussi les classes préparatoires de la Fédération Gay-Lussac. La Fédération Gay-Lussac, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, c'est un des plus anciens réseaux en France d'écoles d'ingénieurs, c'est une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, et on a un certain nombre de dispositifs qu'on partage, dont des classes préparatoires. On a aussi 30% d'admission sur titre, pour l'essentiel maintenant des DUT, et qui sont partagés entre nos élèves sous statut étudiant et nos élèves sous statut apprenti, mais qui sont aussi dans notre culture, dans la culture de nos écoles, présents, ces IUT, ces élèves issus d'IUT, depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec l'apprentissage, c'est quelque chose qui était ancré dans nos modes de fonctionnement. Et enfin, on partage des passerelles avec nos collègues de l'INP, avec nos collègues de Toulouse Tech, avec nos collègues de la Fédération Gay-Lussac, pour avoir une ouverture aussi sur d'autres typologies de public. J'ai traité Laval, j'ai traité l'amont, j'arrive sur Laval, en parlant insertion professionnelle. Et alors ça, c'est des données de l'enquête certifiée de la CGE. Deux éléments de comparaison sur lesquels on prête une attention particulière. Bien sûr, c'est notre positionnement par rapport à la Fédération Gay-Lussac et notre positionnement par rapport à la conférence des grandes écoles, qui est une moyenne de l'ensemble du collège ingénierie des grandes écoles. Et vous pouvez observer en fait ces deux photos qu'on aime prendre et finalement sur lesquelles on travaille à 4 mois et à 16 mois, avec, et ça c'est quelque chose qui est partagé au niveau de la Fédération Gay-Lussac, c'est un petit écart de quelques points avec la moyenne de la CGE, et à 16 mois, un dépassement de ces courbes-là et un retour à de très bons chiffres sur le taux de placement de nos élèves. On a plusieurs manières de l'expliquer. On est certainement sur quelque chose de disciplinaire, bien sûr, et de sectoriel, puisque la Fédération Gay-Lussac, vous voyez bien le suivi, avec notamment la question de la recherche de la thèse, la recherche du doctorat pour une grande partie de nos élèves, qui fait qu'il y a souvent un décalage dans la prise de décision. Des choses partagées à l'échelle de l'INP, sur lesquelles je reviens, évidemment, la certification ISO 9001, qui est quelque chose d'important pour asseoir
tout le travail qui est réalisé dans les services, évidemment les accréditations CTI, et on partage au sein des écoles le fait qu'on a été toujours certifié à la durée maximale, et enfin les excellentes évaluations de nos laboratoires et de la recherche par l'HCERS qui se vérifie d'évaluation en évaluation. Point à noter, 3 des 4 laboratoires de l'école font partie du réseau des Instituts Carnot. Stratégie, évolution, orientation, on a un cadre général sur lequel on travaille au sein de l'école qui s'appelle NCA7 4.0, qui a connu plusieurs phases et dont l'objectif est d'être capable de valoriser et d'accompagner la valorisation des domaines d'expertise et notre capacité à s'inscrire dans les grands enjeux sociétaux. Je ne vais pas être très long là-dessus, j'ai 2 slides et après je conclurai. D'abord, on vous a montré, je vous ai montré tout à l'heure, ce lien qu'on avait fait clairement entre les métiers cibles et les blocs de compétences. Et pour accompagner cette vision en bloc de compétences et cette vision métier, on a déployé à l'école ce qu'on a appelé des activités scientifiques métiers, avec vraiment les 3 termes qui ont une importance, qui sont regroupés, dont l'objectif est de regrouper sur une semaine ou 2 semaines, avec des interventions d'industriels, des phases de renforcement théorique de certains points, des phases potentiellement d'expérimentation ou de bureau d'études ou de calcul, et dont l'objectif est d'illustrer des métiers ou des activités métiers de manière plus large. Ces blocs-là, ils ont vocation à illustrer en fait et les compétences et les métiers. Et pour les accompagner, pour accompagner le développement de ces activités métiers, on a déployé, alors je vais mettre un peu sur le côté, on a déployé ce qu'on a appelé des Open Labs. Ces Open Labs, ils viennent compléter en fait nos plateformes de travaux pratiques et nos plateformes technologiques qui sont déjà existantes. On a tout un plateau autour des travaux pratiques. On accueille à l'école un atelier interuniversitaire, on participe à d'autres ateliers interuniversitaires du site, mais on a eu besoin de compléter ces dispositifs par ce qu'on a appelé des Open Labs. Alors, il y en a un autour de la synthèse, de la chimie, de la formulation, il y en a un autour de la fabrication additive. On est en train de travailler en interne sur 2 autres de ces Open Labs, l'un sur la décarbonation et l'autre sur l'innovation, sur le traitement des données pour le management de l'innovation. En soutien, on s'inscrit aussi dans des dispositifs de site, des EUR. Les laboratoires et les enseignants-chercheurs de l'école participent à 2 EUR, NanoX et BioEco. On s'inscrit dans les dispositifs de Toulouse Tech, comme le certificat Big Data, et on contribue et on va contribuer au développement futur, peut-être autour de l'hydrogène, peut-être autour des batteries. Ces dispositifs d'ASM, d'Open Lab, ont vocation clairement à se positionner à l'interface formation, recherche, innovation. C'est vraiment quelque chose qui est important et c'est là-dedans qu'on va aller retrouver des DU, des masters, qu'on va aller retrouver de la formation continue. C'est vraiment cette zone-là qui est importante pour nous. Pour accompagner tous ces dispositifs, pour aussi faire évoluer nos modes pédagogiques, pour faire évoluer et pour cadrer aussi un peu les choses, on a mis en place toute une réflexion qu'on a appelée le projet Tempacet, avec cette notion du temps élève, du temps enseignant, autour de la réflexion et qui sert à cadrer l'ensemble de ce sur quoi on travaille, avec, je vous ai mis quelques phrases types, mais qui montrent l'état d'esprit dans lequel on a travaillé. Apprendre à apprendre, bien sûr, on ne peut pas tout enseigner à tous nos élèves. Avoir confiance dans la capacité des élèves à s'investir et à approfondir avec un travail de fond sur l'autonomie et sur qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie. Et enfin, laisser plus de place à l'enseignant expert à l'endroit où il est capable, nos enseignants-chercheurs sont capables d'exprimer leur expertise métier. Un petit focus sur les blocs de compétences. Avec une description qui part finalement, quand vous regardez du haut vers le bas, qui part des sciences et des outils et qui va tout en bas vers la capacité à transférer l'information, à s'exprimer, interagir et communiquer. Et au centre, ce que vont être nos blocs de compétences dits métiers. Donc, on avait défini à partir de ça
2 blocs de compétences qui sont des blocs dits transverses. L'un qui s'appelle DIR, devenir ingénieur responsable éco-citoyen, et l'autre, sciences et outils, pour l'ingénieur, alors l'ingénieur NCA7 en l'occurrence, mais pour l'ingénieur. Et après, on va avoir une description des blocs de compétences qui sont associés à nos différents diplômes et qui vont être utilisés par les différents métiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces blocs métiers. L'objectif, c'est de vous montrer graphiquement aussi ce glissement, ce continuum qu'il y a entre les différents départements et les différents diplômes à l'NCA7 avec des choses qui sont communes et qui vont partager les choses. L'objectif aussi de l'école, c'est d'amener à partir de cette vision disciplinaire, d'amener nos élèves en dernière année dans des parcours où ils vont se retrouver pour pouvoir résoudre, c'est l'association des compétences qui permet de résoudre des grands problèmes ou des sujets. Je finis sur quelques faits marquants. Alors, c'est de la com, c'est des éléments de com, vous allez voir. Néanmoins, je vais insister sur le fait que derrière ces éléments de com, c'est l'aboutissement de projets qui sont souvent des projets de longue haleine. Le premier que j'ai choisi, j'en ai choisi 3. Le premier que j'ai choisi, c'est la labellisation Espace et l'innovation du Messery en 2019. On était la première école d'Occitanie. Bon, pour être tout à fait franc, si mes souvenirs sont exacts, je crois que l'ENSAT a été labellisé 3 jours après. Mais bon, on était quand même les premiers. Qui vient en fait, c'est sur dossier, c'était pour montrer tout le travail qui est fait pour rendre cohérents tous les dispositifs d'innovation pédagogique et d'innovation de manière générale dans un bâtiment, parce que c'est une vision bâtimentaire. Et vous avez 3 exemples sur la droite. Je me décale. 3 exemples sur la droite. Je ne suis pas sûr que je pourrais complètement présenter la météo à la télé. Je montre le bon, là? Allez, tout en haut, les salles de pédagogie actives, c'est un projet Toulouse Tech, c'est un projet de site. On a tous, dans les 3 écoles, des expériences communes autour de ça. Le Learning Center, derrière ce mot-là, il y a tout le travail qui est mené au sein de Toulouse INP autour de l'innovation pédagogique, en lien avec nos médiathèques, en lien avec nos outils, Moodle, etc. Et enfin, quelque chose de peut-être plus spécifique à l'école, c'est toute cette notion autour de nos plateformes technologiques, de nos Open Labs, qui sont en interaction avec les outils numériques. Le deuxième exemple, c'est le double numérique de l'NCA7. Et pareil, ça c'est un projet de longue haleine qui a été inscrit au budget de l'école il y a maintenant 7 ans en fait, avec 500 000 € de budget, avec comme objectif d'être capable de proposer un environnement de travail complet pour les enseignements, mais aussi pour les laboratoires. Alors, je ne vous cache pas qu'en janvier 2020, quand on a lancé à l'ensemble de nos élèves le dispositif, ça s'est fait, le communiqué de presse est resté il n'a pas été très remarqué, mais quelques mois après, évidemment, au moment du premier confinement, on a appuyé énormément de choses sur ce double numérique et en fait, on a fait quelques gros titres. On a aidé aussi certaines de nos écoles partenaires qui nous en ont fait la demande, qui ont utilisé nos outils pour pouvoir déployer certaines formations. Dernier exemple, c'est plus récent, donc je vous ai fait 2019, 2020, voilà 2021. On vient de recevoir, et l'école a été lauréate de la médaille de l'INRS pour tout le travail qui est fait, et pas depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais il y a 10 ans de travail sur tout ce qui est santé et sécurité au travail. Alors, c'est à la fois la santé et la sécurité au travail, c'est à la fois quelque chose qui est diffus sur l'ensemble de nos formations, mais c'est aussi, et on a un pôle de dernière année qui s'appuie là-dessus, c'est aussi quelque chose qui est travaillé en recherche et dont certains de nos élèves vont faire leur métier dans les années après. Parmi les faits marquants, je cite aussi ceux de la Fédération Gay-Lussac, qui a une grosse importance pour nous. Je vous le disais, c'est le plus ancien réseau thématique d'écoles ingénieurs en France. Ce sont les 20 écoles de chimie et génie des procédés de France, réparties sur le territoire. Et vous avez à l'écran une espèce de petite carte de France où vous voyez le positionnement. Et avec notamment, parmi les objets clés, ces fameuses classes préparatoires intégrées.
Nous sommes des écoles concurrents. On est concurrents dans les concours, on est concurrents dans les classements, on est concurrents sur un certain nombre de choses. Et ça ne nous empêche pas d'arriver à avancer sur des objets très, très concrets. À l'international, nous avons monté deux campus en Chine qui ont été labellisés Institut franco-chinois, l'un à Shanghai, l'autre à Pékin en 2017 et 2020. Et l'actualité, c'est qu'en 2022, les diplômes que nous menons là-bas passent l'évaluation de la CTI. En pédagogie, nous avons été lauréats en 2020, donc il y a 1 an et demi presque maintenant, de l'appel à projet hybridation des formations sur lesquelles nous sommes en train de travailler et dont l'objectif est de partager des briques élémentaires d'enseignement qui sont communes à l'échelle de nos 20 écoles. Et le dernier point, c'est autour de la recherche et de l'innovation, parce que toutes ces écoles font partie qui ont la même caractéristique vis-à-vis du taux de poursuite en thèse, par exemple. Et nous avons beaucoup, et donc c'est un sujet pour nous. Nous faisons des colloques recherche Fédération Gay-Lussac. Au sein des écoles de la Fédération Gay-Lussac, on a 9 prix Nobel. C'est aussi un des outils de communication, un pour l'NCA 7, d'autres 1 ou 2 pour certaines de ces écoles, dont un prix Nobel de la paix. Bon, alors je ne sais pas si vous voulez le compter, c'est vous qui voyez. Et donc, on a travaillé dès les annonces, il y a maintenant un an et 1 mois autour du déploiement du PIA 4. On a travaillé ensemble sur la rédaction de feuilles de route que nous avons positionnées dans les instances nationales pour peser aussi sur la réflexion sur ces sujets-là. Et on a positionné un certain nombre de nos collègues dans les instances au niveau d'expertise, au niveau des groupes programmatiques. Voilà quelle est la force du travail qu'on mène en commun. Je finis sur des images autour du bien vivre à la 7 avec en haut à gauche, vous voyez les panneaux, notre centrale photovoltaïque. Projet, donc ce sont des ombrières qui couvrent notre parking. Projet qui est un projet entièrement mené par les élèves. D'accord, du début à la fin, il a été instruit. Alors, ils n'ont pas fait de la construction, mais ça vient d'un projet élève à leur initiative. Et aussi quelques images pour vous montrer ce qui se cache aussi derrière ces 2 mots qui sont inscrits sur notre bâtiment, art et technologie, pour que vous puissiez voir un peu par l'image à quoi ça peut correspondre. Voilà, je vous remercie de votre attention. 13 heures, donc j'ai tenu à peu près le timing avec les 5 minutes de décalage. Je vais mettre l'oreillette et je suis prêt à répondre à vos questions. C'est comme ça. Comme ça. Dominique, je vois que tu lèves la main, mais oui, je lève la main, mais les collègues des autres écoles, hein, tu le sais. Oui, je sais. J'ai juste une question, Laurent. Je n'ai pas compris pourquoi il y a 45% d'hommes, 49% d'hommes, 49% de femmes. J'ai un trou de 2% dans ton bilan. Ah, en fait, le message, c'était plutôt de dire on a autant d'hommes que de femmes. Oui, mais voilà, je me demandais si ce chiffre avait une signification particulière. C'était pour ça. C'est pour laisser potentiellement la place à d'autres expressions ou à certains de nos élèves qui ne veulent pas forcément s'inscrire d'un côté ou de l'autre. Parfait, c'est très innovant. Je laisse la parole. Alors, je vais remettre mes lunettes. Hein. Je vais cesser de... Oups. Est-ce que vous pouvez lever la main ou ça, vous n'avez pas le droit de le faire? Si, Dominique l'a fait. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, bon, je peux continuer à parler pendant 40 minutes, hein, ce n'est pas un problème. Je suis prof d'université, donc je suis capable de discourir. Hein? Ah, mais il y a un fil de discussion.
Pas de questions. Merci Bruno du commentaire. Benoît Vanderest a levé la main. Benoît. Oui, bonjour Laurent. Merci pour ta présentation. C'est effectivement très intéressant de voir effectivement l'école dans ses différentes dimensions. Alors, au tout début de la présentation, je ne parle pas à la fin sur tout ce qui est sécurité au travail et santé au travail, mais au tout début, tu as parlé du secteur de la santé. Et j'aimerais un petit peu que tu dises quelles sont les différentes déclinaisons finalement qu'on voit dans le secteur de santé à travers, on va dire à la fois les métiers, les recherches qui peuvent être menées éventuellement à l'ACET, et puis quels sont les types de métiers, quelles sont les actions de formation et donc quelles sont les actions de recherche que tu relierais un petit peu à l'ensemble de ce pôle santé. Alors, bon, les métiers, c'est compliqué avec l'oreillette. Hein. Ouais. Ouais. Les métiers, c'est... Je l'enlève. Les métiers, c'est clairement lié à tout ce qui va être industrie pharmaceutique. D'accord ? C'est vraiment notre cœur, le cœur initial autour des métiers en lien avec la santé, la production de médicaments, l'accompagnement de tout le développement des grandes industries pharmaceutiques. Après, et ça touche l'ensemble de nos diplômes. Hein. C'est bien ça l'idée, c'est que face à un acteur industriel, quel qu'il soit, je peux en citer certains, mais c'est pas, y compris des régionaux, mais l'ensemble de nos élèves sont susceptibles d'intervenir à un moment donné ou à un autre au sein de ces entreprises. C'est bien ça, cette notion de continuum des métiers au service d'un secteur. Ensuite, pour faire le lien avec la recherche, je suis sûr que pour le laboratoire de chimie de coordination, le CIRIMAT et le LGC, il y a des axes identifiés sur la recherche, d'une manière ou d'une autre, de manière transverse ou pas transverse. Le LCA, je ne suis pas sûr, mais on a bien sûr un certain nombre de recherches autour de la génération de médicaments, autour des matériaux ou des biomatériaux ou des matériaux biocompatibles. Donc, on va avoir comme ça toute une déclinaison en recherche de choses très, très fines sur la santé. Et avec en particulier quelque chose qui est remarquable, c'est la capacité dans ces laboratoires d'aller aussi s'interfacer avec des PUPH, enfin avec des gens de l'hospitalier, avec des praticiens pour pouvoir aller résoudre un certain nombre de choses. C'est le cas, j'ai des exemples en tête, mais je ne les ai peut-être pas tous, et au LGC et au CIRIMAT. Merci. Il y a d'autres questions ? Oui, bonjour à tous. J'avais juste une question. C'était quelle est votre motivation à rejoindre Centrale ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Quelle est ma motivation à rejoindre Centrale, le groupe Centrale, c'est ça ? Oui. Alors, je vais vous faire aujourd'hui la même réponse, la réponse que je fais en ce moment. Ouais, ça m'embête. Le directeur, en tant que directeur de l'école, aujourd'hui, je ne suis pas capable d'exprimer l'avis de mon conseil d'école. Donc, je suis encore dans l'attente, d'accord, d'avoir un avis. Et pour construire cet avis de manière sereine, nos collègues du conseil d'école, ils ont encore à instruire un certain nombre de choses. On a commencé à l'NCA7 à avoir un retour côté équipe pédagogique. On va avoir bientôt un retour côté des industriels qui sont les industriels de notre conseil d'école et de notre conseil de perfectionnement. Et je vais demander aussi au laboratoire de s'exprimer. Et tout ça se fera lors du conseil du 10 mars. Aujourd'hui, mon rôle,
c'est d'accompagner cette réflexion, de la guider et de faire en sorte qu'à l'école, on ait le plus de transparence possible sur les éléments qui sont partagés, sur la compréhension réciproque et le partage des arguments dans un sens ou dans l'autre. Donc, je suis encore officiellement, en tant que directeur, dans l'attente de ce premier conseil d'école, donc celui de mars, où on va discuter de ce sujet et éventuellement bâtir un point, bâtir une position du conseil d'école qui sera représentative de notre positionnement. Bon, une fois que j'ai dit ça, on le sait, hein, aujourd'hui, on a une multiplication de comités, on a des informations qui arrivent dans un sens, dans l'autre. Il y a un côté aussi très émotionnel. Il y a des choses qui sont aussi des points qui peuvent être très clivants dans notre manière d'appréhender le sujet. Du coup, mon rôle là en ce moment à l'école, c'est plutôt d'accompagner la réflexion et de mettre en place des étapes qui vont permettre à tous d'être capable de suivre ce développement de projet, cette réflexion. Et pour être tout à fait franc avec vous, je vais aussi, lors des prochains conseils d'école, demander aux élus, et c'est quelque chose où je me suis engagé vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des différents élus dans ce conseil, je vais aussi leur demander d'exprimer, de me faire un retour sur la méthode que je mets en place pour accompagner cette réflexion, et ça se fera au travers d'un vote de confiance que je vais mettre en place lors des prochains conseils. Je suis convaincu que c'est par la transparence et par le débat et par la confiance qu'on arrivera à mener, en tout cas à exprimer un avis qui est un avis concerté au niveau de l'NCA7. Donc, je suppose que vous devez être un petit peu déçu, ou tu peux être un petit peu déçu. Excuse-moi, je n'ai pas vu qui parlait en fait. Mais je n'ai pas aujourd'hui, en tant que directeur d'école, à porter une réflexion sans avoir eu un échange avec mon conseil d'école. Et à la fin, si mon conseil d'école me demande de remonter au conseil d'administration un avis que je ne peux pas apporter, que Laurent Prat ne peut pas apporter, ben moi, j'en assumerai les conséquences et je ne peux pas ne pas être en accord avec mon conseil d'école. Et l'inverse est vrai aussi, mon conseil d'école ne peut pas être en désaccord avec moi. Merci beaucoup. Ça me paraît, ça me satisfait tout à fait. Ça me paraît très clair. J'ai ma réponse. Merci Laurent. C'était donc Serge qui travaille au service informatique. Voilà. Excuse-moi Serge, je navigue entre plusieurs écrans, je ne t'avais pas vu. Il n'y a pas de souci. Merci. Géraldine. Bonjour, donc Géraldine Morin de l'ENSET. Merci pour cette belle présentation. Voilà, la question, je vais peut-être essayer de pousser un peu plus loin que la question précédente, bien que comme Serge, j'ai beaucoup apprécié la réponse et l'envie de faire porter ce projet par tous. Je pense que c'est aussi très important. Et par rapport à la présentation d'aujourd'hui, qui sont des présentations pour mieux se connaître, je pense que ce vers quoi on veut tendre, c'est vraiment de voir si on enlève un peu les silos dans lesquels on est par rapport aux écoles ou aux départements, les choses vont rentrer, sortir. Et puis, il y a quand même des choses qu'on a envie de préserver. Donc, est-ce que vous auriez quelques pistes, sans que ce soit bien sûr définitif, mais par rapport aux choses que vous avez envie de préserver dans ce que vous nous avez présenté? Et puis, bon, entrer, c'est peut-être un peu difficile parce qu'on n'a pas vu le reste encore de ce qu'il y avait autour. Mais qu'est-ce que vous seriez, qu'est-ce qui est dans votre école partageable un peu, ou qu'est-ce qui pourrait avoir un avantage dans ce futur contexte à être partagé avec les autres, les autres aujourd'hui Toulousiennes et peut-être demain Centrale. Merci. Alors, il y a
Le terme de silo déjà me questionne. On fait déjà beaucoup de choses ensemble au travers de nos options. Vous regardez Ah oui, ça sort. Donc, en fait, vous avez une vue sur mon crâne, c'est ça? Bon, je fais comme ça alors. Non. On fait déjà beaucoup de choses ensemble. On a des options transverses. Je crois qu'on les a construites. C'est des objets qui fonctionnent, qui marchent. Il y a peut-être besoin de renforcer ces dispositifs. Peut-être qu'on aurait besoin finalement que l'ensemble de nos parcours de dernière année soit commun. D'accord ? Il y a peut-être des choses qu'on ne fait peut-être pas. De la même manière qu'on a des sortes d'Erasmus au sein de la Fédération Gay-Lussac, ou des échanges potentiels en troisième année au sein du groupe INP ou au sein de Toulouse Tech. Finalement, des échanges en troisième année entre les écoles, la seule chose qu'on voit, c'est les parcours transverses. C'est un petit peu ça. Peut-être qu'on s'auto-limite sur des choses il suffirait d'un rien pour arriver à les faire. Donc ça, c'est le premier point. Même si on a des échanges, il y a des échanges entre nos écoles là-dessus. Côté recherche, on partage aussi des choses. On a des fédérations sur lesquelles il y a la fédération Fermat. Alors, je ne connais pas tous les dispositifs de toutes les disciplines. Donc, côté recherche, il y a sans doute des choses structurantes qui m'échappent, mais on a déjà beaucoup de choses qui se font en commun. Donc voilà, c'est juste un premier point sur le côté silo. Après, des choses à partager. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que jusqu'à alors, je suis sur mon deuxième mandat de directeur. Ce que j'ai constaté en tant que directeur, c'est que l'NCA7 bénéficie de la présence de l'ENSET et bénéficie de la présence de l'ENSAT tout le temps. On est aujourd'hui dans notre modèle fédéral, on est tiré par le fait que, il y en a qui partent devant et finalement, ça nous donne des idées et on y va. On est tiré par les uns et les autres et j'espère aussi, je crois que l'NCA7 est aussi, sur certains points, un moteur sur certains aspects pour les autres écoles. Donc, on a aujourd'hui des choses sur lesquelles on avance les uns ou les autres séparément et finalement sur lesquelles on se retrouve ou avec lesquelles on arrive à tirer les autres. Moi, je crois beaucoup à ça, à des systèmes, je crois à la diversité, à la biodiversité. Donc, la vraie question, je ne suis pas en train de prêcher pour un niveau école versus un niveau macro. La vraie question, c'est comment on fait pour préserver cette diversité dans notre structure. Est-ce que, et voilà, c'est tout, peu importe le modèle de gouvernance ou peu importe le modèle vers lequel on veut tendre, parce que derrière cette histoire d'aller vers une école centrale se pose et doit se poser la question de la gouvernance. Comment on articule formation-recherche et comment on garde les richesses de notre système INP et qu'on ne les perde pas derrière. Voilà, donc c'est un sujet qui est compliqué. Je ne peux pas y répondre de manière intégrale là-dessus, mais voilà, moi je trouve que après, de quoi on est fier à l'école? On est fier à l'école de nos 20% de poursuites en doctorat. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. De quoi on est fier? On est fier de notre équilibre homme-femme à toutes les strates. Voilà, de quoi on est fier? On est fier de l'intégration réussie de ces jeunes qui passent par des DUT, qui passent par d'autres types de filières, qui nous rejoignent et qu'on accompagne vers le métier d'ingénieur. Merci beaucoup. Nathalie. Merci. Alors, j'ai également trouvé la présentation très claire et très poussée, je pense, au niveau compétences et technicité que vous avez dans l'école. De mon point de vue à moi, qui suis très extérieure, on va dire, pour l'instant. J'avais une question par rapport à la Fondation Gay-Lussac qui semble vous tenir beaucoup à cœur. Sur lesquels vous recrutez une partie des étudiants. Donc, on a parlé de la prépa dans la transformation potentielle centrale. Qu'en est-il par rapport à cette fondation Gay-Lussac? Est-ce que vous avez une petite idée? La fondation Gay-Lussac, alors,
deux points. La Fondation Gay-Lussac, c'est une association, comme le groupe des écoles centrales. Donc, on sait faire plein de choses. Au sein de la Fédération Gay-Lussac, il y a Centrale Marseille, il y a un INSA, il y a des écoles du groupe INP, il y a des écoles privées de type associatif à but non lucratif. Et il y a maintenant l'école de chimie de Lille, qui était une école externe qui est devenue une des écoles de l'Institut central de Lille. D'accord ? Donc, c'est une association, c'est très varié. Ça ne sera jamais un obstacle, quelle que soit notre structure. On continuera à aller travailler avec ces collègues-là. Donc, voilà pour la Fédération Gay-Lussac. Le deuxième point, c'était quoi le deuxième point? Vous m'avez perturbé là en changeant l'écran. Hein? Non, mais vous avez répondu, je pense, à la question, hein, c'est-à-dire il y a déjà des centrales qui sont dans... Si, j'avais un deuxième truc à dire. Le président de la conférence des directions d'écoles d'ingénieurs, alors je suis président de la Fédération Gay-Lussac en fait, depuis quelques mois. J'ai eu des discussions intéressantes avec le président de la conférence des directions d'écoles d'ingénieurs qui s'interroge sur le modèle. C'est vraiment le réseau le plus ancien en France. On a réussi à faire des choses assez incroyables. Hein, il y a des écoles internes, des écoles externes. Pourtant, on a 2 campus à l'international. On a des classes prépa intégrées. On répond à des appels à projets. Donc, on arrive à faire des choses qui, normalement, sont difficiles à faire dans des cadres associatifs. Et son questionnement, c'était, est-ce qu'on est capable en France d'avoir aussi des réseaux thématiques sur d'autres thématiques que chimie et procédés, en prenant exemple là-dessus. Et il y a une réflexion qui va être menée à l'échelle de la CDFI sur ce sujet. Voilà. En tout cas, nous, c'est quelque chose auquel on croit vraiment et qui fonctionne bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires, Virginie? Ah non, Bruno, j'aurais bien aimé, hein, j'ai plein de slides sur la présentation des laboratoires. Vous l'avez compris, hein, on a vraiment à l'école, alors on partage un bâtiment unique, on partage donc des utilités, on partage des projets, on partage des espaces, on partage du personnel, on fait des achats en commun. Hein, on a acheté récemment une ERMN, on a acheté récemment un générateur d'azote. Donc, on a une interaction qui est très forte et qui est aussi liée sans doute au fait qu'on n'est pas si riche que ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux qu'on associe nos forces pour pouvoir avancer dessus. Ce qui veut dire aussi que, et je crois que ça, c'est une force du mode de fonctionnement à l'NCA 7, c'est aussi que quand on est à l'extérieur, eh bien, on avance avec une vision commune partagée. On est capable, les uns et les autres, d'aller rebondir sur des mots-clés, d'aller orienter des choses. On a fait un travail avec les labos, par exemple au CCRRDT, le comité consultatif régional autour de la recherche, auquel d'autres, on n'était pas les seuls, hein, il y avait d'autres collègues de l'INP qui étaient présents, mais à un moment donné ou à un autre dans ces instances, il a fallu sortir les key technologies, les idées clés, les mots-clés pour les appels d'offres futurs de la région. Et bien ça, on l'a fait en commun, hein, on a été ensemble, on a été plus forts ensemble et on a pu faire ressortir comme ça des mots. Le travail qu'on a mené à l'échelle nationale dans le cadre du PIA et qui s'est déroulé qui a découlé derrière, qui a ruisselé, tiens, je n'ai pas employé ce mot-là encore, qui a ruisselé sur les PEPR, eh ben, on l'a aussi fait de manière commune en interaction les uns avec les autres. Voilà. Ça, c'est je pense, une vraie caractéristique de nos modes de fonctionnement entre l'NCA 7 et au sein de l'NCA 7. Voilà. Donc, Bruno, j'ai plein de slides tout prêts, mais je pense que Vincent Charvia a aussi envie et ça sera son rôle aussi, a aussi envie de pouvoir présenter et faire cet état des lieux aussi de la recherche. Je pense que c'est aussi intéressant, c'est son rôle aussi de VP. Écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires
on va en rester là. Je vous laisse 30 secondes pour conclure. Une velléité, un dernier? Non? 3, 2, 1. On va couper, adjuger. Merci beaucoup. Surtout, franchement, venez à l'école, venez visiter l'école. N'hésitez pas. On a le droit jusqu'à 2000 personnes avant d'avoir à faire une déclaration à la préfecture. Le gala? Les JPO. Demain, il y a les journées portes ouvertes. Surtout, n'hésitez pas. Allez, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.